Alors, je vais présenter aujourd'hui une première exploration de l'œuvre de Marguerite Duras qui s'inscrit dans le cadre de mon projet de recherche actuel sur les 30 glorieuses du tourisme de masse, lequel consiste en l'étude de la littérature française des 3 décennies qui vont de 1950 à 1980, lors desquelles le phénomène social, qui fait désormais vivre des influenceurs par dizaines de milliers, a pris son essor. Alors, paru en 1960, ce roman relate 24 heures dans la vie d'un couple, Maria et Pierre, partis en vacances avec leur amie Claire et leur petite fille Judith. Tous les résumés de 10 heures dans les quelques articles ou chapitres d'ouvrages qui sont consacrés sont semblables. Alors, on dit toujours Maria, alcoolique, assiste au rapprochement de son mari avec son ami et se retire dignement pour laisser leur nouvel amour s'épanouir tout en veillant à ce que sa gamine s'amuse un peu quand même. Observatrice extrêmement scrupuleuse, et on souligne souvent malgré le fait qu'elle est souvent ivre, elle se confond par moments avec la narration qui adopte son point de vue mais en se focalisant sur elle, soit qui la regarde regarder. La plupart des critiques s'accordent pour faire de la vie passionnelle le thème central du roman, à l'instar de Christiane Blot-Labarrère dans son essai dossier critique sur cette œuvre lyrique qu'elle fait paraître en 1999 dans la Foliothèque. Ce n'est pas faux, il y a un triangle amoureux, désirs mimétiques, des unions douloureuses, sursauts de maternité fervente et autres manifestations émotives intenses sont au centre de ce roman, comme de bien d'autres de l'autrice. Les analyses qu'ont proposées ces lectrices et lecteurs sont pertinentes, bien conduites, et je vous y renvoie si ces questions vous intéressent. Ce qui me frappe, moi, c'est que le contexte dans lequel se produit cette reconfiguration amoureuse est généralement relégué aux commentaires liminaires ou aux notes de fin de documents. Je vous fais grâce de mon rant féministe où je me demande sérieusement si ce genre de mission systématique n'aurait pas à voir avec le fait que la personne qui signe ce livre est une femme, ce qui impliquerait donc qu'elle serait moins engagée dans le monde extérieur, dans la société, l'univers politique, et qu'il serait tout à fait acceptable de fonder les interprétations de son œuvre romanesque sur les émotions, la sphère intime, du cœur à l'utérus. Or, ce sont les éléments contextuels qui ont retenu mon attention. Mon exposé se divisera en 2 temps. Je considérerai d'abord le contexte social de l'explosion du tourisme de masse en Espagne dans les années 1960, puis je me pencherai sur le contexte politique d'un franquisme qui se sert de cette industrie pour redorer le blason d'un pays maintenu à l'écart de l'Europe depuis la guerre civile. L'année 1960 marque un tournant capital en Espagne. Jusqu'au XXe siècle, ce n'est pas une destination touristique au sens stendhalien du terme, soit un lieu d'exploration pour les aventuriers ou les nantis de ce monde. À la fin du 19e siècle, le réseau des stations balnéaires génère une certaine activité touristique, mais rien de remarquable. Alors que la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, pour ne nommer que ces pays, développent leur industrie touristique moderne depuis le tournant du XXe siècle, l'Espagne prend un recul considérable, lequel s'aggrave avec les conflits politiques des premières décennies. Maintenu dans un isolement quasi absolu, le pays s'enfonce dans un traditionnalisme rural qui a pour pendant négatif une misère vite devenue notoire, alors même que les nations voisines jouissent d'une prospérité exceptionnelle, comme la France des 30 glorieuses. L'inévitable processus de modernisation s'avère lent et difficultueux, faute de ressources. Dès 1950, des entreprises d'ouverture à l'étranger se font jour grâce à l'aide financière, intéressée voire limite colonialiste, est-il nécessaire de mentionner, donc de l'aide des États-Unis. Ainsi, la première succursale de la chaîne Hilton, qui s'implante outre-Atlantique, s'implante à Madrid en 1953. De ce partenariat économique naît le plan de stabilisation de 1959. À partir de là, les choses s'emballent. On peut lire dans le numéro spécial sur l'Espagne de la Revue des Voyages au printemps 1960 un éditorial intitulé « Nouvelles perspectives du tourisme en Espagne » que signe Mariano de Ursais, duc de Luna, directeur général du tourisme espagnol, qui souligne avec fierté la croissance impressionnante de l'industrie touristique de son pays. Je le cite, « Le nombre des touristes étrangers qui en 1959 ont visité l'Espagne a dépassé les 4 millions ».
Des hôtels donc s'installent dans les villes de moindre envergure, des restaurants champignonnent le long de la route nationale entre Barcelone et Madrid. Les guides touristiques s'adaptent à la nouvelle réalité espagnole. On y promeut donc dans ces guides un message qui prend la forme d'un noyau sociogrammatique. L'Espagne est un pays traditionnel mais moderne. On trouve ainsi sur la Costa Brava, et là je cite des divers articles ou brochures, une jolie station balnéaire qui a su se moderniser en demeurant profondément attachée à ses traditions. Et elle parle de San Feliu de Gijol. Par ailleurs, donc, on ne cesse d'insister sur la bonne entente qui serait naturelle entre les autochtones et les touristes. Donc, je cite un autre document touristique. Les touristes ne l'ont pas encore abîmé, donc ça promet, et font très bon ménage avec les pêcheurs du pays qui chantent de bien jolies chansons à voile en vidant leurs filets. Donc, ça fait rêver. À cette cadence, l'Espagne devient dès 1964 le leader mondial du tourisme et cette industrie devient prioritaire au pays. Alors, le vide des vacances se remplit à une vitesse vertigineuse. Toutes les salles de restaurants sont pleines aux heures de repas, comme tous les hôtels affichent complet en fin de journée. C'est dans ce contexte que le quatuor imaginé par Duras débarque en Espagne. Le roman débute in medias res alors que les personnages se sont arrêtés dans un petit village anonyme, pointe obscure sur la route de Madrid, à cause d'un orage torrentiel qui a éclaté alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale, comme des dizaines d'autres groupes de touristes français. Ils se retrouvent tous dans le seul hôtel des environs, le bien nommé hôtel principal, où toutes les chambres sont prises et où la masse de touristes surnuméraires doit dormir sur le plancher des couloirs. Donc je cite, « L'hôtel est plein, les chambres, les couloirs, et tout à l'heure ce couloir-ci se peupleront encore davantage. Il y a plus de gens dans cet hôtel que dans tout un quartier de la ville. » Donc les autos continuent d'affluer, les gens se bousculent, on ne cesse de s'exclamer « Quel désordre !» Et le personnage de Claire remarque avec justesse « Et tous des Français ». Cela s'explique en raison de la manière dont la société française de l'époque régit les congés payés, lesquels se prennent pratiquement tous à la fin du mois de juillet et pendant le mois d'août. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas un article de journal dans chaque journal, une fois par semaine au moins, on déplore ce phénomène pendant tout l'été et ce pendant des dizaines d'années et on ne renouvelle pas le discours et on ne change pas la situation. La narration note à plusieurs reprises l'uniformité donc des mouvements de cet ensemble qui se dirigent vers les mêmes lieux selon ses besoins primaires, tous semblables. Donc en premier lieu le sommeil, en deuxième lieu la nourriture et en troisième lieu le divertissement. Et ce mouvement donc semble orienté par les mêmes principes de gestion du temps, sinon par les mêmes guides de voyage. 2 fois dans le récit, les touristes français s'abattent dans les mêmes points de chute pour se reposer après s'être activés sous le soleil implacable de l'été ibérique. La première à l'hôtel principal dont j'ai parlé et la seconde au Parador sur la route de Madrid. Lors des 2 occurrences, leurs déplacements sont orchestrés harmonieusement en dépit de l'importance du groupe. Si tous arrivent plus ou moins en même temps à l'hôtel, parqués comme du bétail en transhumance, tout le monde est parti le lendemain matin avant 10 heures. De même, tous échouent ce jour-là au même relais routier nommé Parador sur la route de Madrid et après une sieste en commun dans l'intérieur ombragé du bâtiment, donc encore, ils dorment tous sur le sol finalement dans tout le voyage. Tout le monde, encore une fois, est parti avant la fin de l'après-midi. Ces 2 phrases identiques sont assénées sous forme de reproches à peine marqués à Maria par Pierre puis par Claire qui la réprimande doucement de son réveil tardif, donc elle nuit au groupe. Si ces 2 compagnons de voyage s'efforcent d'être des touristes modèles, elle n'y parvient pas. Elle ne suit pas le rythme touristique moderne. Son décalage marqué est en partie dû à son alcoolisme, mais pas seulement. Elle se montre attentive au monde qui l'entoure et prend son temps pour bien le découvrir. Elle se laisse imprégner par le milieu ambiant, s'engage auprès des êtres qui le peuplent, plutôt que de se contenter de le traverser et d'en profiter. Pierre, Claire et la majorité des touristes dont 10 heures décrit les actions se soumettent à une enrégimentation temporelle qui a pour résultat que les vacances deviennent une performance.
Tous suivent des itinéraires planifiés à l'avance, même lorsqu'ils ne prennent pas part aux tours organisés, vantés dans les publicités, ou lorsqu'ils ne suivent pas à l'heure près les visites proposées en nombre de plus en plus grand par les guides touristiques à la Madrid en 3 jours. Lesquels donc participent d'un consumérisme temporel qui rappelle le Fordisme. Il faut employer chaque moment efficacement, ne pas perdre un instant entre les points d'intérêt A et B. Dans cette mesure, les touristes se déplacent en ligne droite. À 3 occasions, le texte reproduit la rhétorique du guide touristique au sujet de la route nationale. C'est la route de Madrid, la plus grande de l'Espagne, monumentale. Droite, elle avance. Claire apprécie ce parcours balisé aux données chiffrées. 253 km, dit Claire, exactement. Maria nuit constamment à leur organisation chronométrée, à telle enseigne que l'un des verbes les plus fréquemment employés par la narration est « attendre ». Plusieurs exégètes se sont penchés sur cette particularité narrative. Bon, à mon sens, elle pourrait être liée notamment au contexte touristique, spécialement pour ce quatuor qui comporte un jeune enfant. Les services requis, donc nourriture, boissons, chambre, simultanément aux besoins de leurs compatriotes en congé, donc ça crée une forme de rareté, crée une convergence de touristes dans les mêmes endroits. Des bouchons de circulation, des fils multiplient les encombrements, on a un surplus à gérer. Maria se distingue de cette masse touristique puisqu'elle ne suit aucun horaire et préfère les espèces labyrinthiques, lesquelles sont associées à l'Espagne authentique. C'est le cas de l'hôtel principal, donc je cite, « Il y a beaucoup de couloirs, ils sont circulaires pour la plupart ». C'est aussi le cas du territoire qui l'environne. Donc, d'autres montagnes se découvrent dans un amoncellement extravagant, les unes sur les autres. Il y en a maintenant de tous les côtés, les unes se reposant sur les autres de leur poids entier, dans une bousculade insensée. Et c'est aussi, par exemple, le cas du Parador. Donc, je cite à nouveau, il y a dans ce Parador, dans cette demeure close sur l'été, pourtant, des ouvertures sur cet été. Il doit y avoir un patio, des couloirs qui tournent et meurent vers des terrasses désertées. Plutôt que de s'en tenir à leur surface lisse, Maria désire constamment s'aventurer au fond de lieux, où seule la portion frontispice est ouverte au public. Elle souhaite découvrir l'envers du décor offert aux yeux des touristes. Donc je cite, « Une discussion s'engage au fond du café à propos du crime, très bruyante, qui fait cesser les autres discussions. Plus loin, Maria traverse la salle à manger. Des portes sont au fond. L'une d'entre elles est ouverte, ce sont les cuisines. D'abord un office, puis tout en longueur, une immense cuisine. Un désordre extraordinaire y règne. Plus loin encore, elle est dans le garage, les autos sont au fond, nombreuses, sous un hangar dans l'ombre. Sa petite fille de 4 ans, donc Judith, adopte naturellement un comportement similaire et ne respecte pas les limites locales, ce qui n'est pas apprécié. Donc, je cite à nouveau, Judith, partie vers les cuisines, est ramenée par un garçon. Dormir dans des conditions inconfortables en raison de la trop grande affluence dans des régions mal préparées pour cet assaut étranger fait encore partie intégrante de l'expérience touristique de base à l'orée des années 1960. Tu ne sais pas, Claire, ce genre d'inconvénient, tu l'ignores, des nuits blanches passées dans les couloirs des hôtels. Mais si, qui ne les connaît pas? Les voyageurs peuvent s'accommoder d'aménagements de fortune, mais ne sont pas prêts à faire preuve de semblable flexibilité quant aux repas, lesquels constituent les points focaux des journaux de congé. C'est un cliché qui revient constamment dans la littérature touristique des Trente Glorieuses. Les Français aiment bâfrer, au point qu'on les soupçonne parfois de ne voyager que pour diversifier leur expérience gustative. Les organes spécialisés du tourisme en France en font état non comme d'une aspiration qualitative, mais quantitative, qui a pour moteur la peur du vide, du manque. Je cite, « Certes, les Français ne savent pas voyager. » Donc, c'est toujours quelque chose qui revient, ne savent pas voyager. Ils perdent leurs billets en route, égarent leurs valises, trichent la douane au risque de retarder tout un train, craignent toujours de ne pas avoir assez à manger. Peut-on lire dans le numéro spécial Portugal, publié dans la Revue des Voyages en 1957. De fait, dans 10 heures, les scènes de Boustifa se révèlent nombreuses pour un récit ne durant pourtant qu'à peine 24 heures. L'accumulation, et vous allez voir, les citations sont nombreuses parce qu'il y en a. L'accumulation problématique des clients dans les salles de restauration non prévues pour cette masse fait craindre le manque et augmente la tension. Je cite. Le repas a commencé. L'odeur des bougies est tellement forte qu'elle domine celle de la nourriture que des garçons en sueur apportent par fournées. Il y a des cris et des réclamations.
Ceci n'est pas pour améliorer la mauvaise réputation des touristes français qui râleraient à tout propos. Cette crainte du manque n'est jamais calmée, ressurgit régulièrement, car le mouvement massif du troupeau des Français les mène au même lieu d'approvisionnement dans un éternel retour du même. Je cite à nouveau, « L'heure du déjeuner est arrivée sans qu'ils s'en soient aperçus. Tout le monde mange déjà. Il y en a qui viennent de l'hôtel principal. Ils se reconnaissent. » Même lorsque survient un bouleversement que j'expliquerai dans un moment, les touristes français ne se laissent pas détourner longtemps de leur désir de dévoration, je cite. Mais tous mangent, dans le désordre, plus ou moins de bon appétit, mais ils mangent, cette nourriture apportée par les garçons dans le désordre et la colère. Les interruptions inquiétantes ont beau croître en intensité, leurs besoins dominent tous les autres. Je cite à nouveau, « Les coups de sifflet continuent, mais au loin. Et dans la salle à manger, les bavardages ont repris, les plaintes qui portent surtout sur la mauvaise nourriture espagnole que les garçons servent pourtant encore aux derniers venus. » Le quatuor fait figure d'outsider, en cela que ses membres adoptent naturellement une tendance frugale. Même la petite Judith ne montre guère d'appétit. Les adultes sont constamment préoccupés de la nourrir un tant soit peu. La saturation alimentaire de ses semblables provoque la nausée chez Maria et ses compagnons de voyage, qui se contentent parfois de boire et de fumer. Je cite. Claire jette Claire jette autour d'elle le regard circulaire, rapide du bonheur. La salle à manger est pleine, c'est l'été, en Espagne. Des odeurs de nourriture fruitée continuent à cette heure-là, chaque jour, et aujourd'hui aussi, à porter à la nausée. Que je n'ai pas faim, annonce Claire. Nous n'avons pas faim, dit Maria. Après la crise que j'évoquerai dans un moment, cette situation s'inverse dans un retour de l'appétit significatif. Le troisième besoin à combler, donc après le sommeil et la nourriture, s'il est moins impérieux, participe aussi de la surconsommation. Le touriste désire se divertir et l'industrie le pousse à le faire de manière toujours plus intensive. Pierre et Claire se montrent sensibles aux injonctions du guide touristique qui sont souvent précédées par celles de la publicité, de plus en plus présentes dans les journaux et les revues français, mais aussi dans les villes en général. Donc des injonctions à accumuler les visites, je cite. Pierre parle de la Castille, de Madrid. Il découvre que dans cette ville-ci, il y a 2 Goya à l'église San Andrea. Cette première mention est coincée entre 2 notations, l'une faisant état de l'excursion de la bambine en cuisine, donc j'ai déjà cité, et l'autre évoque encore la nourriture, donc je cite, « On apporte le potage ». Donc, dès lors, la narration insiste, se fixe sur ce mot d'ordre de profiter du voyage au maximum, même de la mauvaise nourriture, même de ce petit village qui ne vaut guère le détour, quitte à bousculer un peu l'horaire prévu en ajoutant encore une étape. Dans leur performance touristique, ils compétitionnent avec d'autres voyageurs pour l'acquisition de raretés à voir. Je cite. Très tôt, s'ils le voulaient, ils pourraient rejoindre Madrid après avoir vu ces 2 Goya à San Andrea. Ils parlent des 2 Goya qu'il serait dommage de ne pas voir. Quand il y revient encore, le nombre de tableaux a augmenté et la formulation souligne que son désir s'est muté en nécessité. Il faut quand même voir San Andrea, dit Pierre, 3 Goya, ne serait-ce que pour ne pas le regretter ensuite. Voir, simplement voir, c'est dévorer par les yeux. La répétition marque l'aspect sériel du tourisme de masse qui consomme du pittoresque à satiété. L'authentique devient typique, l'unique devient générique, l'extraordinaire devient indifférencié. Je cite, « Une nouvelle fois une église, une nouvelle fois 3 Goya, une nouvelle fois les vacances. » Les objets de désir d'assimilation visuelle sont significatifs. Ce sont d'abord les lieux d'un culte délaissé récemment pour la plupart des Français. Si le catholicisme a encore la part belle en Espagne, l'adhésion à son culte, à son dogme, est forcée par le gouvernement afin de mieux contrôler les populations miséreuses. Les Français se ruent pour contempler les ruines récentes d'une culture maintenue de plus en plus artificiellement en vie, pratiquement déjà muséifiée. Le tourisme de masse implique semblablement une manière d'industrialisation des monuments historiques et des chefs-d'œuvre. Ainsi, n'ayant pas réussi à convaincre la rétive, Maria a consacré seulement 10 minutes, on n'a pas besoin de plus, seulement 10 minutes, à l'addition d'au moins 3 tableaux à sa collection d'œuvres d'art vues, Gotta Catch Them All.
Le couple clandestin, soumis aux dictats des guides touristiques, une fois dans l'église, passe rapidement sur les précieux Goya, dont je reparlerai plus loin, et s'attarde plutôt devant un quelconque primitif, dont la représentation idyllique fait écho à leurs sentiments nouvellement éclos. Plongés dans une culture bien différente de la leur, ils recherchent systématiquement du même, d'autres touristes français en qui ils se reconnaissent ou des représentations iconiques d'ambiances émotives auxquelles ils peuvent s'identifier. En somme, dans ce premier niveau contextuel qui a trait donc à la sphère sociale, les couples notionnels vide, trop-plein et rareté, indifférenciation, au fondement du modèle touristique de masse, débouchent sur diverses formes de compétition, d'où le fait qu'il est possible d'établir un parallèle avec la situation passionnelle, initiale du triangle amoureux où deux femmes se disputent l'attention d'un homme. Celle qui se voit laissée pour compte en est réduite à chercher sa place, une formulation qui revient constamment. Ils ont dû chercher partout dans l'hôtel leur place. Il n'y a pas de place durant cette nuit dans cette ville pour l'amour. Elle n'a pas bougé de sa place. Il est là, en place, géographiquement réuni à elle, etc., etc. L'inquiétude qu'a Maria quant à sa place au sein du trio reconfiguré se déploie alors même que leur petit groupe rivalise avec d'autres du même acabit pour des tables de restaurants et des chambres d'hôtel. Cela pourrait suffire comme critique du tourisme de masse. Ce serait ne pas tenir compte de tout un pan du récit que j'ai volontairement tenu dans l'ombre jusqu'ici. L'exclusion de Maria par Claire et Pierre l'a conduite ainsi que le récit dans une autre direction. À leur premier trio s'ajoute un second, suivant le principe de dédoublement fondateur du roman. Il s'agit d'un autre triangle amoureux dont l'exclu, lui, se venge en assassinant son compétiteur, de même que l'objet de leur double convoitise, en conformité avec la règle énoncée par Sartre dans L'être et le néant, selon laquelle le surplus génère absurdement du manque, lequel manque débouche sur de la violence. Ce second trio est introduit dans le roman d'Ellen Shipit avant même celui des personnages principaux. En effet, le texte s'ouvre sur l'annonce du double meurtre. Lorsque le quatuor atterrit dans le petit village, tous ses habitants vibrent déjà de l'émoi causé par cet événement, puis par la fuite du criminel qui se terre dans les environs alors que la police ratisse les rues de la commune pour le débusquer. L'omniprésence des policiers, soulignée dès la première ligne, donne le ton, je cite, « Sur la place, 2 policiers passent sous la pluie ». On le voit, le quatuor n'a pas affaire à une Espagne de cartes postales bon baiser de la Costa del Sol. Si l'orage violent a donné le branle à plusieurs analyses textuelles qui établissent avec raison un lien entre le bouleversement émotif de la protagoniste, la quasi-totalité des critiques de 10 heures passe sous silence une donnée environnementale tout autre, le franquisme. La seule mention de ce détail historique dans la quinzaine de textes de référence que j'ai consultés se trouve dans la Pléiade, qui comporte 2 notes sur cette question, laquelle n'est pas évoquée dans la présentation du roman. Donc je lis les 2 notes, c'est aussi utile pour comprendre la situation. Note 11 du chapitre 1. Donc, à partir de la fin des années 1950, les Français se rendent massivement en Espagne, jusqu'alors très repliés sur elles-mêmes, pour y passer leurs vacances. Ils profitent d'un écart de niveau économique considérable et de l'attrait offert par les sites ensoleillés du pays, en toute indifférence à l'égard de la répression exercée par la dictature franquiste. En 1963, le documentaire du cinéaste français Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, consacré à la guerre civile espagnole, connaîtra un grand succès qui contribuera à l'évolution du regard porté sur le pays par ses visiteurs. Et il y a une autre note 1 du chapitre 2, beaucoup plus courte. Sous le régime franquiste, la Guardia Civile était un instrument omniprésent d'un pouvoir absolu. Et c'est tout. Indeed. Et cela n'est pas sans incidence sur le roman de Duras, n'en déplaise à ceux qui voudraient n'y lire que la passion d'une amoureuse délaissée. À l'issue donc de la guerre civile, l'Espagne souffre de 1000 maux. Misère, analphabétisme, corruption, oppression, lesquels entraînent une émigration massive, surtout vers la France. Le régime franquiste tente au courant des années 1940 de se stabiliser et de relancer l'économie. Après avoir complètement fermé ses frontières pendant le conflit qui l'agitait, le pays reprend peu à peu contact avec le monde extérieur. Afin de rendre cette nouvelle disposition publique, le gouvernement lance une première campagne de publicité, Visit Spain ou Visita España, qui carbure aux images passéistes et stéréotypées, corrida, flamenco, processions religieuses. Les illustrations de Josep Morel
contribueront à donner forme à l'Espagne dans l'imaginaire européen et tout particulièrement la France. Cette légende noire non seulement suscite la curiosité des Français qui ne sont pas encore revenus de Carmen, mais surtout elle excuse d'une certaine manière les manifestations contemporaines de ce décadentisme, de cet obscurantisme, de cet intégrisme religieux, de ce despotisme. Donc je ne vous lis pas les citations en espagnol, mais c'est un très bon article de Esther Sánchez, El auge del turismo europeo en la España de los años 60, et c'est vraiment toutes les informations que j'ai trouvées viennent de son long article et d'un livre qu'elle a écrit. Donc, je traduis un peu, puis je réintègre, mais c'est vraiment ses théories, ses idées. Donc, le régime perd bien des plumes au cours des années 1950 et l'autarcie imposée par le régime dictatorial conduit à l'isolement que ces tentatives d'ouverture aux voisins européens ne suffisent pas à rompre. Les projets de reconstruction et de modernisation tiennent davantage lieu de vœux pieux que d'une réalité en marche. Le gouvernement réduit les formalités bureaucratiques auparavant obligatoires pour entrer au pays. Plus outre, il lance une nouvelle offensive publicitaire qui renchérit sur la première. Comme nombre d'administrations en crise de confiance et confrontées à la grogne des clients, les propagandistes franquistes découvrent leur panacée, soit l'ultime moyen de transformer un défaut en un atout, qui tient en une formule qui se décline en plusieurs adjectifs. Non, ce n'est pas dysfonctionnel, ce n'est pas problématique, c'est spécial. C'est différent. L'Espagne à visiter a quelque chose en plus, c'est peut-être sa différence, ou l'absence de liberté qui règne, ou le manque de moyens pour se développer réellement, ou la pénurie de ressources, mais n'allons pas chipoter sur les détails. Ce vide est en fait un plein. Ce déficit n'est qu'une différence qui, après tout, est le résultat d'une soustraction. Alors, le roman se déroule vraisemblablement peu avant le moment de la publication en 1960, soit 2 ans avant le lancement de cette campagne promotionnelle España es diferente, conçue par Manuel Fraga Iribarne, ministre de Información y Turismo d'Espagne, vers la fin des années 1950, à partir, et c'est intéressant, je trouve, d'une phrase que Napoléon aurait prononcée lors de la bataille de Bailén, le 19 juillet 1808, laquelle a constitué sa première défaite en champ ouvert. Cet emprunt a le mérite de rappeler à la mémoire la résistance de l'Espagne à l'envahisseur français, tout en l'invitant à sévir de nouveau dans un autre contexte. Ce n'est pas le seul rappel du passé belliqueux. C'est bien vu. Ce n'est pas le seul rappel du passé belliqueux de l'Espagne qui motive son entreprise d'attraction touristique. Celle-ci s'ancre également dans une vision paradoxale de la guerre civile. En effet, après avoir été révoltés par les abus de pouvoir pendant le conflit, après avoir collaboré avec les résistants espagnols en l'entre-deux-guerres, les Français se sont peu à peu désintéressés des tensions politiques du pays voisin et y voient, dans les années 1960, la manifestation de ce qui serait le caractère ontologiquement tragique des Espagnols, toujours à s'entre-déchirer. Les Français plaqueraient leur imaginaire de la résistance à l'occupation sur la situation espagnole et leur solidarité avec le peuple voisin aurait cédé la place à l'incompréhension face à leur si longue soumission à une autocratie dénoncée de toutes parts. Le slogan « Spain is different » renverrait donc ainsi à la capacité de mater la résistance interne et par suite de cela l'appui des autres peuples aux éléments réfractaires au pouvoir franquiste. Ainsi, les Français qui choisissent massivement l'Espagne comme destination de leurs vacances dès 1950 se font complaisants, sinon complices, des politiques oppressives du régime franquiste. Ils achètent l'image souriante qu'il affiche dans les magazines et les agences de voyage et acceptent de se voiler la face devant les signes de détresse de la population opprimée qu'ils balaient négligemment sous le tapis de la différence. Bien qu'il ne comporte aucune allusion directe au régime dictatorial, on voit comment, au-delà de la trame narrative de base, autour de la reconfiguration d'un triangle amoureux, 10 heures est le récit d'une confrontation entre deux attitudes face au franquisme. D'un côté, la masse des touristes français, laquelle comprend Claire et Pierre, profite superficiellement du climat, des prix peu élevés et des attractions culturelles. De l'autre, Maria observe la réalité autour d'elle et entreprend de fouiller les dessous de l'exotisme.
Comme il a été montré, elle n'est pas une touriste comme les autres. D'abord, elle connaissait l'Espagne avant que ce ne soit une destination touristique prisée par ses compatriotes. Elle ne souhaitait pas nécessairement y retourner. Je la cite. Voilà. C'est mon mari qui a voulu de l'Espagne pour les vacances. Moi, j'aurais préféré ailleurs. L'usage de la locution verbale quasi dédaigneuse laisse transparaître son malaise face au projet de voyage qui les intègre dans un courant social uniforme, une mode dans laquelle elle n'a que faire. La première scène dans un café rempli d'habitués montre qu'elle se mêle à leur conversation sans que la langue semble poser problème. Hormis Parador et Manzanilla, alcool local que je ne saurais que trop vous recommander pour l'apéro. J'en bois depuis un mois, c'est vraiment très très bon. Donc Manzanilla, vous ressortez avec un mot de ma communication, Manzanilla. Nul mot espagnol, donc hormis Parador et Manzanilla, n'est employé dans le texte. Il n'y a aucune mise à distance d'éléments culturels considérés pour leur exotisme. Son contact avec les gens du cru se produit naturellement, mais essentiellement lorsqu'elle se trouve seule. Elle jouit d'un statut particulier que désigne peut-être son prénom à consonance espagnole. Lorsqu'elle est accompagnée de Claire et Pierre, elle note la facticité des rapports hiérarchiques entre les résidents du village et eux-mêmes. Quand il s'agit des employés de service, donc au café, à l'hôtel ou ailleurs, comme au Parador, l'obséquiosité peut être attribuée au contexte commercial, tout particulièrement si l'on sait à quel point l'industrie touristique est encadrée par le régime franquiste. Cependant, à 2 reprises, le quatuor s'aventure hors du village, dans les champs, et se trouve face à face avec des moissonneurs, soit de vrais gens qui ne sont pas embauchés par le gouvernement pour faire bonne figure. Désarçonnés par cette rencontre inattendue, les touristes ne quittent d'ordinaire pas l'ornière de la monumentale route de Madrid, les travailleurs reprennent vite contenance et donnent le change. Je cite un excellent passage. Pierre sort de l'auto et fait un signe d'amitié de la main au groupe le plus proche qui compte 2 hommes. Quelques secondes se passent. Et l'un des hommes répond au geste de Pierre. Alors Pierre sort Judith de l'auto, c'est la gamine, donc la soulève et Judith répète le même geste que lui, de salut. Lorsqu'elle s'en souviendra plus tard, Maria trouvera à Pierre un air joyeux. Tous les moissonneurs répondent au geste de la petite fille. Le groupe des 2 hommes et puis, plus loin derrière eux, celui de 3 femmes. Leur visage change, ils rient. Ils rient dans des grimaces à cause du soleil. Des rides sur l'eau qui se voient de loin, ils rient. Donc, si la surface est souriante, on comprend bien qu'ils s'efforcent de cacher leurs conditions difficiles et agissent comme des attractions. C'est que toute la société participe au développement du tourisme de masse. Tous sont toujours en représentation lorsqu'ils se découvrent sous le regard des touristes. Suivant la construction dédoublée systématique dans le roman, cette scène se reproduit un peu plus tard au pourtour d'un autre village. Déjà, donc je cite, « Déjà des charrettes arrivent des champs, ceux qui ont fini le plus tôt. Ils sourient aux touristes, leurs visages sont gris de poussière. Il y a des enfants endormis. La vallée du Júcar est belle, dit Claire. 100 kilomètres avant Madrid. » Elle aime beaucoup les kilomètres, Claire. Confrontés à la dure réalité du travail agricole qui nuit un tantinet au tableau pastoral décrit dans les guides et la documentation spécialisée pour les touristes comme Claire préfèrent se rabattre sur les phrases toutes faites tirées de ceux-ci et sur les données chiffrées abstraites. De manière semblable, Pierre se montre obsédé par les tableaux de Goya dont j'ai parlé, qui représentent les cruautés des guerres, notamment leurs résultats atroces sur les corps humains, mais se désintéresse des corps nus assassinés qui occupent tout le village dans lequel il séjourne. S'il est fasciné par la violence, qu'il admire en images et à distance, elle fait horreur ou choc au point de vouloir s'en détourner complètement lorsqu'elle paraît dans la réalité. Ce parallélisme prend d'autant plus de force que les tableaux, comme les cadavres, se trouvent au même endroit, sur la même place, et j'ai déjà eu l'occasion de discuter de l'importance de ce terme. Je cite, « L'église San Andrea est sur la place, de même que la mairie. Les corps des assassinés doivent encore être là, gardés. » Oups, je vais trop vite. Voilà. Cette ignorance volontaire est plus difficile à maintenir lorsqu'il est question de la répression policière, du crime qui a été commis dans le village et dont le récit ouvre le livre. D'abord, les touristes s'intéressent à ce drame qui se déroule sous leurs yeux. C'est du Carmen pur jus. Un village tranquillement endormi dans ses traditions centenaires devient le théâtre d'un meurtre passionnel dont le coupable sera puni trop sévèrement par une police omniprésente. La victime est jeune, belle et mystérieuse. Son amant était cruel et détesté de tous.
Le coupable, jeune lui aussi, était l'ami de chacun. Dans cette histoire tragique s'opposent des forces brutes, le sexe, la violence, la tyrannie et même la conspiration, puisque les villageois, qui savent tous où se cache l'assassin recherché par les représentants de l'ordre, le cachent à ces mêmes représentants. Ce spectacle comble toutes les attentes des touristes venus en Espagne pour vivre le stéréotype des primitifs latins brûlants de passion orgueilleuse. En après-midi, on se divertit grandement de ce spectacle macabre, je cite. Tandis que se poursuit le dîner, on parle du crime de Rodrigo Paestra. Des gens rient. Certains espèrent et attendent la capture de Rodrigo Paestra. Donc ce serait une forme de dark tourism par anticipation. Rapidement, le désordre qu'entraîne cette histoire dérange les touristes. Claire se plaint. « Oh, ils nous ont réveillés cette nuit. » L'usage du pronom pluriel sans antécédent clair montre bien qu'elle englobe tous les autres dans l'ensemble des gêneurs qui s'opposent au « nous » des visiteurs qui font clan eux aussi. La vie de la ville qu'ils visitent perturbe leur séjour de plaisance, malgré tous les efforts qu'on fait pour leur épargner le plus possible du désagrément. Ainsi, la population d'une nation inférieure dans l'échelle capitaliste des pays se trouve inféodée au plaisir d'un peuple dominant. Ce désordre découle de l'organisation autoritaire de la société franquiste en déroute depuis les années 1950. Cette mascarade d'ordre militaire, d'ordre religieux, entérine un profond désordre social. Néanmoins, la surveillance est bien réelle et fort efficace pour faire craindre la répression. Pour certains, elle s'avère rassurante. Ainsi, lorsqu'elle interroge sur son absence nocturne, Maria ment à son amie. « J'étais avec les flics, dit Maria. Je buvais des manzanillas avec les flics, dans le café d'hier soir. Et cela fonctionne. Claire rit, Pierre rit aussi, mais moins que Claire. C'est crédible tant les policiers sont devenus omniprésents dans le petit village. On les voit, on les entend, donc ils crient, il y a des coups de sifflet, des bruits de bottes. On les sent aussi parce que c'est la pluie, donc il y a l'odeur du cuir mouillé partout où ils passent. Ils bloquent les passages de sorte que les touristes, comme leurs meurtriers, sont plus ou moins enfermés dans la ville. Donc je cite, « Elle rencontre les polices qui gardent les issues des rues. » Même si les clients de l'hôtel jouissent du privilège de l'exonération de facto, leurs chambres sont fouillées et une patrouille a consciencieusement cerné l'hôtel. Il n'empêche, s'il est possible de fermer les yeux devant l'injustice ou la misère, nul ne peut ignorer la violence de ce déploiement exagéré des forces de l'ordre. Il y a beaucoup trop de policiers pour un criminel d'occasion, comme Maria se fait la réflexion, lorsqu'on appelle du renfort d'une autre ville. Cette opération paramilitaire, pendant qu'ils dînent, fait partager un temps à tous les touristes la nausée que causent d'ordinaire à Maria leurs excès gourmands. Je cite. Des portes claquent, celles des couloirs, et les policiers traversent la salle à manger, s'y croisent, mitraillettes à la main, bottés, ceinturés, immuablement sérieux. Ils répandent une odeur nauséabonde de cuir mouillé et de sueur. Toujours des enfants pleureront à leur vue. Judith, au-delà de l'épouvante, ne mange plus de fruits. De même, on peut se conforter dans son ignorance des divisions qui sclérosent l'Espagne franquiste, se boucher les oreilles face aux critiques du régime qui continuent de se multiplier, mais il est impossible de ne pas comprendre que la population entière de la ville prend pour le meurtrier et contre les polices de l'enfer. Les autochtones, même les employés de services touristiques, sortent de leurs réserves professionnelles et essaient de prendre les touristes à témoin, de les sensibiliser au drame qu'ils vivent, dans lequel ils sont tous personnellement investis. Je cite. Le garçon revient tremblante à leur table et il s'adresse à Pierre. S'ils le prennent, dit-il, s'ils arrivent à le prendre, il ne se laissera pas mettre en prison. Partant, se placer du côté des forces de l'ordre et espérer la capture du coupable qui est pratiquement un héros local, c'est se positionner contre toute la population du village. La narration fait la part des choses et n'assimile pas nécessairement l'ensemble du corps policier aux forces du mal. Ici et là pointent des constats remplis d'humanité à leur endroit, car eux aussi souffrent, je cite, de leur travail, de leur mauvais salaire, de la dureté de leurs conditions de policiers. Maria observe tout cela, entre dans la confidence des villageois et devient, sans l'avoir désiré, leur complice. On lui révèle effectivement, dès la scène initiale dans le café, que l'homme recherché, Rodrigo Paestra, se cache sur les toits. Cette information la tarabuste toute la soirée durant, alors qu'elle assiste au rapprochement désormais inévitable de son mari et de son ami, au milieu du chaos qui vire la commune sans dessus-dessous. Alors que les clients, y compris ses compagnons de voyage, s'apprêtent à se coucher, elle s'isole sur un balcon.
Depuis cette position privilégiée, elle reçoit deux révélations. Elle aperçoit Claire et Pierre s'embrassant sur un autre balcon et distingue la forme du meurtrier sur un toit voisin. Cette conjonction des deux trames narratives, des deux trios, se produit à 10h30 du soir, d'où le titre du roman glosé par tous ses commentateurs. C'est alors qu'elle s'identifie à Rodrigo Paestra qu'elle décide de le sauver. Elle veut devenir passeur, comme tant d'autres Français à la grande époque de la guerre civile, où ils soutenaient la lutte de leurs voisins révoltés contre la domination franquiste. Je la cite, « Écoutez, répète Maria, la frontière n'est pas si loin, on va essayer, on peut essayer. » En envisageant d'aider son évasion, elle inverse le rapport contemporain des Français touristes à l'Espagne, où ce sont d'ordinaire eux qui s'y évadent. Ces tentatives pour attirer l'attention de l'homme traqué sont longues et difficultueuses, mais elle parvient à entrer en contact avec lui et à lui faire comprendre son projet. Elle l'emporte dans la Rover noire de Claire dans les champs, hors de la ville, où elle ira le quérir vers midi pour lui faire passer la frontière. Ce plan ne sort pas tout armé de sa tête. Au départ, elle ne sait sincèrement pas ce qu'elle veut à l'homme qu'elle interpelle, sinon qu'il la regarde dans un renversement spéculaire du rapport touristique à l'étranger. Sa relation à l'espagnol est éminemment ambiguë. Elle alterne entre la commisération humaniste, l'identification d'un côté, et de l'autre l'ustensilité, pour reprendre un terme sartrien, laquelle ustensilité aurait pour viser le divertissement, dans les deux sens du mot, soit le spectacle agréable, l'expérience stimulante, et le moyen pascalien d'éviter de se concentrer sur sa situation problématique. Cette dernière réaction domine dans les premiers moments de sa rencontre avec Rodrigo Paestra, qu'elle désigne comme la chose ou la forme. Même une fois qu'elle l'a vu de plus près, qu'elle a échangé quelques mots avec lui, qu'elle s'apprête à tenter de le sauver, elle continue d'employer des formules réificatrices. Je la cite. « Que sauverait-on en définitive si on emportait en France Rodrigo Paestra ? Elle le portera en France, ce corps-là. On l'aurait emporté en France, continue Maria. Lui conférer des traits humains ne l'empêche pas de se complaire mentalement en une appropriation extatique et exagérée. Je la cite. Elle l'emmènera loin, l'assassin de l'orage, sa merveille. Le possessif semble indiquer qu'elle le considère à l'égal d'un souvenir de voyage, comparable au, je cite, objet que Judith récolte partout au cours de leur halte. À d'autres instants, elle va jusqu'à reconnaître dans l'aspect sauvage de l'homme une forme de bestialité. Son corps est celui d'une, je cite, bête de boucherie, mais elle n'en désire pas moins en faire la rencontre, je cite. Elle appelle cette animalité de la douleur. Donc, sa perception ambivalente du meurtrier justifie en partie qu'elle envisage par moments plutôt le dénoncer ou même l'assassiner à son tour. Dans le récit qu'elle se fait du sauvetage, le passage de la frontière aurait pour résultat de rendre sa condition humaine à l'animal traqué. Je cite, « Une chance pour que, à cause d'elle, il sorte un court instant de l'ingénuité du désespoir, qu'il se souvienne de certaines données générales de la conduite humaine, de la guerre, de la fuite, de la haine, du relais de l'aurore rose sur son pays, des raisons communes d'exister à la longue, à la fin, même après la disparition de ces raisons. Il deviendrait un ami, voire même un amant. » Or, son projet est contrecarré par l'absence d'une telle volonté chez le principal intéressé. La scène qui relate son retour dans les champs où elle lui a demandé de l'attendre, cette fois avec les autres membres de son groupe, rappelle de plusieurs façons l'un des plus célèbres poèmes de Rimbaud. Je ne vous en fais pas la lecture, mais je vous invite à noter les nombreuses ressemblances entre les deux textes. Les deux instances narratives ont une même découverte macabre dans un environnement naturel paisible. Il y a le même élément de surprise après la méprise entre le sommeil et la mort, semblablement préparé grâce à la réitération de la formule « il dort », l'une des nombreuses répétitions de mots similaires dans les deux textes. Quelques commentateurs font une lecture sociocritique convaincante du poème rimbaldien. C'est le cas de Robert Sinclair qui, dans son article « Le désordre du Val », montre comment cette idylle pervertie permettrait de mettre en place les éléments d'une, je cite, « poétique esthétique ». Selon lui, le dormeur du Val serait, je cite, un texte qui, au moment de la chute du Second Empire, cherche à créer une sorte de passerelle entre l'engagement poétique vaguement socialisant d'un Lamartine ou d'un Hugo à l'impassibilité formelle des Parnassiens. Donc, cette passerelle serait créée grâce à, je cite, l'instabilité foncière du texte. Sinclair fait la démonstration habile et à mon sens juste
que le poème peut être compris comme une accusation de la façon dont le capitalisme exploite tant de jeunes gens comme le soldat mort, aliène ses vies infâmes, il reprend cette tournure à Foucault. Donc ce serait là, je cite, conséquence logique et inéluctable d'un ordre de choses bénignement indifférente à la misère humaine, condition naturelle en un mot. Fin de la citation. Donc, il serait possible de proposer une lecture analogue de ce passage du roman de Duras, ainsi que des pages qui suivent jusqu'à sa conclusion. L'œuvre se trouverait à la charnière de l'engagement des auteurs de l'après-guerre et du formalisme de mouvements littéraires comme le nouveau roman ou tel quel. La forme du texte bluffe d'ailleurs plusieurs exégètes, comme je l'ai évoqué en introduction à cet exposé, lesquels y perçoivent essentiellement l'expression lyrique d'une vie passionnelle. Il est pourtant clair, du moins je l'espère après ma lecture, que 10h30 du soir en été procède par ailleurs à une critique du capitalisme inhumain qui sert de socle au tourisme de masse et à une dénonciation de la complaisance française au franquisme. Après la découverte du suicide de Rodrigo Paestra, Maria et Pierre décident d'abandonner son cadavre aux terribles rayons du soleil, le regardant à nouveau comme une bête indigne de leur attention. Sinclair rappelle au sujet du poème de Rimbaud, bien sûr, mais c'est aussi applicable à mon sens au roman de Duras, qu'il, je le cite, s'agit de la violence qui consiste à laisser, comme le dit Lacan dans le séminaire 7, pourrir un homme dans un champ comme si c'était un chien. Autrement dit, qui consiste à ne pas l'enterrer comme il convient de le faire pour les êtres humains. Ayant compris qu'il n'était pas le héros qu'il souhaitait aider à s'évader, qu'il s'avérait trop faible pour être capable de résister, Maria l'insulte à plusieurs reprises, elle le traite toujours d'imbécile, soit littéralement sans bâton, imbecile, sans ressources, faible. Il est trop faible. Donc il ne désire plus rien faire pour sa dépouille ou encore pour ses compatriotes encore vivants. Ils reprennent leurs occupations touristiques dans une ignorance confortable, comme le personnel de l'hôtel, dès le lendemain de la nuit fatidique, à laver les lieux de toute trace du drame dans un oubli volontaire de celui-ci. Je cite, « Les portes des chambres sont ouvertes, des femmes chantent en faisant les lits, les tables sont déjà mises pour le déjeuner, blanches. » Ainsi, la machine capitaliste tourne, indifférente au malheur humain, perçue comme inexorable, mais dont elle profite en somme pour offrir aux chalands mieux nantis de bonnes vacances à petit prix. Retournés à leurs échanges vides de sens mais pleins de la rhétorique des guides touristiques, les membres du quatuor recouvrent leur appétit au point de dévorer, encore le mot dévorer, des langoustines au parador. Pierre va jusqu'à affirmer, après coup, avoir vu dans le projet de sauvetage essentiellement un divertissement sans conséquence, une simple aventure de voyage. Je cite, « J'aurais eu beaucoup de plaisir à sauver Rodrigo Paestra, dit Pierre, je l'avoue. » C'est le comble de la récupération capitaliste de l'engagement politique révolutionnaire. Il termine le périple, et Duras le roman, et moi ma présentation, avec un spectacle typico, dans un café madrilène pour touristes, je cite. Un homme danse sur l'estrade, une danse solitaire. L'endroit est comble. Il y a beaucoup de touristes. L'homme danse bien. La musique relaie ses pas sur les planches noires et salies. Des femmes l'entourent dans ses robes de gitane criardes, hâtivement mises, défraîchies. Ils ont dû danser tout l'après-midi. C'est le surmenage du plein été. Quand l'homme cesse de danser, l'orchestre joue des passo doble et l'homme les chante dans un micro. Il a, plaqué sur le visage, tantôt un rire de craie, tantôt le masque d'une ivresse amoureuse, langoureuse et nauséeuse qui fait illusion sur les gens. Donc, non seulement cette danse bien nommée redouble-t-elle la chorégraphie amoureuse des deux trios du roman, mais elle expose plus cruellement qu'avec les moissonneurs ou les employés de l'hôtel comment opère la mystification touristique, tout spécialement en Espagne sous le régime franquiste. De pauvres airs portent un masque de joie de vivre qui ne dupe personne, mais dont font semblant de s'émerveiller les étrangers qui se font un devoir de s'amuser. Plus que jamais, ici, on voit à quel point le tourisme signifie le loisir pour les uns, mais le travail pour les autres. Comment le vide des vacances demeure perpétuellement à remplir, coûte que coûte, même si cela implique d'épuiser les esclaves du bon plaisir des étrangers. De ce trop-plein résulte encore et toujours de la nausée, mais rien n'est fait pour la soulager, rien ne change, même pour Maria, qui, quoiqu'elle ait pris conscience du drame qui se tramait autour d'elle et qu'elle ait regardé en face la misère humaine du peuple oppressé dont elle visitait le pays,
Maria n'en joint pas moins la masse des touristes, je cite, dans la salle, entassés comme les autres. Maria, Claire et Pierre regardent ce danseur. Merci.